D'abord, je voulais vous faire savoir que nous sommes enregistrés. Je voudrais remercier 2 personnes qui n'ont pas pu rester avec nous jusqu'à la fin, qui nous ont fourni énormément de soutien. Il y a Debbie Jemanian et Aline Lille. Debbie nous a très généreusement fourni les services de son entreprise, Worldwise, pour organiser et accueillir cet événement. Merci beaucoup pour votre aide, votre patience et votre générosité. Nous avons l'énorme chance d'avoir l'interprétation en ukrainien, en français, en espagnol, en portugais et en italien. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, choisissez le bon canal sur Zoom. Pour la plupart des gens, vous le faites en cliquant sur le petit map monde qui est quelque part sur votre écran en bas. Si vous ne trouvez pas, regardez tout à fait à droite, il y a 3 petits points et cliquez. Si vous voulez écouter en anglais, vous devez écouter le canal anglais parce qu'il y aura également des orateurs en ukrainien sur la salle. Je voudrais dire que tous les interprètes aujourd'hui sont des bénévoles. Heu Nous allons payer les interprètes ukrainiens par contre et je voudrais remercier les autres interprètes d'avoir fourni si généreusement leur temps et leur expertise en soutien à l'Ukraine, à nos collègues ukrainiens. Dans un instant, je vais inviter particulièrement mes collègues ukrainiens et je ne sais pas comment le faire dans un événement Zoom. Si nous étions tous dans la salle ensemble, je suppose qu'on se lèverait tous et qu'on leur donnerait un grand applaudissement, une ovation. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça sur Zoom. Donc, chers collègues, j'ai peur que le temps est venu, si vous ne l'avez pas encore fait, de utiliser le monde des emojis de Zoom. J'étais un peu sceptique quand un certain nombre de collègues m'ont envoyé des pouces bleus ou un cœur et je me suis dit: «Ça marche très bien». Donc on peut tous utiliser les emojis Zoom pour, exprimer nos sentiments qui je pense que nous sommes très forts et c'est vraiment très facile pour ceux qui ne l'auraient jamais fait. Sur votre écran en bas, dans la barre du bas, vous avez un petit visage souriant où il y a marqué «Réaction». Si vous êtes sur un iPad, vous devez peut-être cliquer dans la barre en haut et chercher les 3 petits points à nouveau et là, vous trouverez des emojis comme le cœur, des mains, le pouce levé et si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il suffit de cliquer sur lui et hop, il va apparaître sur l'écran. Et vous pouvez utiliser les emojis tout au long du séminaire, n'importe quand vous voulez exprimer quelque chose. Dans quelques instants, nous allons accueillir nos collègues ukrainiens et si vous voulez applaudir ou leur envoyer un cœur ou n'importe quoi, eh bien, faites-le. N'hésitez pas, que vous êtes obligé d'utiliser un emoji. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les emojis. Quelqu'un qui est présent d'Ukraine, si vous voulez exprimer quelque chose, à toute la communauté internationale, n'hésitez pas à utiliser les emojis également. Voilà. Si vous voulez bien, trouvez l'emoji qui communique le mieux ce que vous voulez exprimer ce soir et saluez nos collègues ukrainiens. Attention, chers collègues et amis, je vous invite de me rejoindre et de bien souhaiter la bienvenue à ici tout le monde de l'Ukraine, que vous soyez dans votre propre foyer, que vous soyez réfugié, déplacé interne ou un immigrant ailleurs en Europe. Nous sommes tellement heureux de pouvoir vous rencontrer tous aujourd'hui et de vous assurer de notre solidarité et de notre soutien. Merci beaucoup d'être venus ici aujourd'hui. Je voudrais également remercier tous les collègues qui sont ici aujourd'hui et qui nous soutiennent de manière extrêmement généreuse, nos collègues ukrainiens. Pendant la salle de lecture WUG, une chose qui m'a confronté, c'était la réalité brutale de ce que ça veut dire d'être confronté à l'extinction et à la terreur quotidienne dans son existence même. C'est tellement énorme que c'est difficile à comprendre. Et quand les facilitateurs on a débriefé, on a été confronté à cette réalité que de gens qui vraiment étaient confrontés à l'éradication. Donc je vais, pendant qu'on parle de l'Ukraine, je vais également penser à des collègues dans des situations similaires et bon nombre d'entre eux, ils sont présents ici aujourd'hui. Ces derniers mois, des horreurs innommables sont tombées sur les têtes de la population ukrainienne, la découverte de salles de torture, les missiles, les viols, les assassinats, la destruction et cela ne vous a pas brisé, vous a privé de l'énergie de rester au chaud dans le noir et d'être séparé de vos familles dans le froid de l'hiver ukrainien, y compris vos maris, vos frères qui luttent sur le front. L'enfer, vous êtes passé à travers l'enfer et aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui, le mal n'a pas triomphé,
Nous savons que bon nombre d'entre vous continuent à travailler. Nous voyons vos, nous voyons vos formations, vous soutenez les communautés locales et certains d'entre vous travaillent avec des enfants, avec des différents individus. Ça doit être tellement difficile de voir tout ce trauma. Ces derniers mois, certains d'entre nous vous ont mieux connu, soit dans les groupes de lecture, soit dans les réunions. Nous sommes absolument impressionnés par votre courage, votre résilience, votre générosité, votre capacité de résistance. Nous sommes profondément humbles par rapport au travail, aux efforts que vous faites pendant dans cette situation. C'est un privilège de travailler avec vous. Le courage a plusieurs visages. Parfois, c'est le service à la communauté. Pour d'autres, le traumatisme frappe différemment et le courage repose dans continuer à travailler, continuer à fonctionner, se lever le matin, faire à manger et essayer d'alléger les tourments mentaux, physiques que vous subissez tous les jours. Nous savons que pas tous nos collègues ukrainiens peuvent être présents ici aujourd'hui. Pour certains, c'est juste trop difficile. Malheureusement, WG ne peut pas toucher les gens qui ont besoin le plus de soutien dans tous les cas. En leur nom, je voudrais leur dire, nous comprenons que vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui, mais nous sommes avec vous. Vous n'êtes peut-être pas dans la pièce aujourd'hui avec nous, mais nous vous tenons dans nos cœurs et dans nos esprits. Et chaque fois que vous avez l'impression que nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas à nous contacter ou demander à un collègue de le faire. Nous espérons que le container que nous construisons avec ces webinaires un jour sera suffisamment fort pour même permettre de confronter des souffrance plus importante. Moi, je sais de ma propre expérience de traumatisme à quel point c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés. Ça fait une grande différence. Cela fondamentalement affecte la manière dont vous expérimentez et comment vous traversez ce traumatisme. Il m'a semblé important d'être à côté de nos collègues ukrainiens, mais nous n'avons pas la moindre idée de à quel point ça peut être important. Ils ont clairement montré de nombreuses fois à quel point c'est utile pour eux quand nous avons été en contact direct avec la communauté internationale et au niveau de la solidarité, et ils savent que nous sommes là pour eux. Ils ont parlé en termes de contacter, ils ont dit que c'est comme avoir un bateau de sauvetage dans une mer déchaînée et une main qui vient se tendre vers eux. Beaucoup d'entre nous se sentent peut-être pas adéquats dans cette situation. C'est de l'ordinarité de notre vie, le fait que nous sommes en sécurité, notre capacité de penser, de sentir n'est pas agressée. Nos collègues ukrainiens, parfois, ont dû faire énormément d'efforts pour participer à ces efforts. Dans notre dernière réunion de préparation pour aujourd'hui, j'ai découvert après coup que Inena travaillait depuis très tôt ce matin avec des enfants à l'endroit où l'hélicoptère s'était écrasé, le jardin d'enfants. Malgré cela, malgré ce traumatisme, elle a dû trouver un café avec une connexion Internet, mais à 9 heures, le café s'est fermé. Et et elle a continué dans le froid, dans le noir. On arrivait à peine à la voir jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus supporter le froid glacial. Elle a dû grimper 18 étages à pied pour rejoindre son appartement. Vous voyez à quel point cette relation avec la communauté internationale est importante pour nos collègues ukrainiens et à quel point ils mettent de l'effort pour y participer, pour rester en contact. Si, comme moi, vous le trouvez difficile d'accepter que face à des missiles, des tortures et des destructions énormes, il y a quoi que ce soit que nous puissions faire en tant qu'individu qui va faire une différence, si et il faut que ça soit répandu avec cette violence doit être confrontée avec une force. Il ne faut pas nier qu'une simple réunion comme celle a déjà une aide, mais miraculeusement, cela permet d'aider. Chacun d'entre nous, en étant ici, fait la différence à sa manière. C'est ce que nos collègues ukrainiens attendent de nous, de la communauté. Cela va impacter comment ils vont expérimenter, ressentir et survivre cette guerre. Donc, si nous pouvons consacrer 2 heures par mois, alors nous allons faire quelque chose qui va faire une différence face à face à l'axe du mal qui semble si puissant. Nous ne sommes pas sans espoir, nous ne sommes pas sans. Nous espérons tous que nous allons tous être enrichis d'une manière ou d'une autre pendant ce chemin ensemble, pendant ces prochains 16 mois de ce projet. Chacun d'entre nous est le bienvenu ici de participer, quelle que soit la manière qu'il le veuille. Merci beaucoup pour votre soutien. Et maintenant, c'est avec un grand plaisir que j'invite Svetlana Jevenko de la VUG de dire quelques mots. Merci beaucoup.
Bonsoir, chers collègues. Je suis tellement heureuse de vous voir ici tous ensemble. L'Ukraine vit des temps très difficiles. Nous luttons pour notre droit de survivre, de notre culture, de nos maisons. Nous luttons pour notre liberté. Et ça, c'est très difficile. Si vous regardez les cartes de l'Ukraine par rapport à la taille de la petite Ukraine face à l'immense Russie, vous verrez à quel point c'est difficile. Et pour moi, ce qui était le plus dur pendant les débuts de cette guerre, c'était le silence de la communauté internationale, le silence du monde par rapport à ce qui se passait. Ça, c'était très difficile de survivre cela, de se dire on a été abandonné. Et je pense que personne ne pensait à l'époque qu'on allait lutter et qu'on allait survivre. Et le monde a ensuite commencé à nous soutenir. Et là, ça a été beaucoup plus facile. Et j'ai eu à nouveau de l'espoir. Donc, je voudrais encore une fois exprimer ma grande gratitude à vous tous que vous êtes ici avec nous, toutes les communautés, tous les projets qui ont été mis en œuvre en soutenir de notre pays. Et ça, c'est tellement important pour nous. La Russie essaie de convaincre le monde et nous-mêmes que l'Ukraine n'existe pas, que la langue ukraine, l'identité ukrainienne, la culture ukrainienne, que tout cela n'existe pas. Mais nous existons et vous existez à nos côtés. Le fait d'être en guerre, c'est comme descendre en enfer. Nous avons eu tellement de morts, tellement de souffrances, tellement de destruction, tellement de douleur. C'était une expérience extrêmement difficile. Nous avons passé des mois de traumatisme et ça va mettre des générations à gérer cela. Moi, j'ai 2 neveux, 9 et 7, 10 ans. Ils sont réfugiés en Allemagne et leurs oncles et leurs pères sont sur le front. Et le plus jeune m'a dit récemment, je voudrais rentrer à la maison, je voudrais revenir dans ma chambre. Et j'ai commencé à oublier à quoi ressemblait ma maison et ma chambre. Et je me dis, dans ce climat, sur cette planète, est-ce qu'il y a eu au moins un jour où il n'y a eu pas de guerre quelque part dans le monde? Je crains que non. Parfois, la guerre est loin de nous. Parfois, nous sommes au milieu, au cœur de la guerre, comme c'est le cas maintenant avec nous. Ceci étant dit, la guerre fait partie de l'histoire de l'humanité, mais nous le savons très peu de qu'est-ce que c'est que de la vivre. Et il y a de la guerre au sein de nous-mêmes. Notre esprit cache la guerre comme un objet de contemplation. On essaie de ne pas y penser, pas simplement physiquement, mais mentalement, de ne pas réfléchir dessus. Mais ce n'est pas possible de l'éviter. Donc, tôt ou tard, la guerre nous rattrape. Comme John Donne a dit au XVIIe siècle, le poète anglais, parce que je suis un avec l'humanité, eh bien, je suis un. Ne me demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Je crois que nous devons explorer ce phénomène profondément et peut-être là, quelque chose va changer. Le monde est tellement petit et tout ce qui se passe en dehors de notre pays, comme dans notre pays, impacte le reste du monde. Et je pense que vous pouvez le ressentir, mais en même temps, le monde est tellement grand et il y a tellement de ressources. Jonathan Lee écrit que nous devons nous reposer sur l'espoir radical qu'il y a assez à manger pour tout le monde dans le monde. Et souvent, les gens demandent, euh, quand on parle de cataclysme dans le monde moderne, et il a dit, si suffisamment de gens font leur travail intérieur, le travail de l'âme, c'est la seule chose qui pourra nous sauver contre les cataclysmes. Et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Ça, c'est le travail de l'âme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Svetlana. Maintenant, je vais demander Sergei Teliuk, qui est le président de VUG. Bienvenue, chers collègues. Je suis Sergei Teliuk. Je suis un analyste jungien en Ukraine. D'abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux organisateurs de ce projet pour leur soutien à l'Ukraine et à vous tous, les Ukrainiens, survivent à cette guerre terrible. La Russie essaye de nous détruire, pas simplement physiquement, mais également ils essayent de détruire l'âme même du peuple ukrainien, tout ce qui pourrait être national, que nous aimons, notre identité collective. Et
Et lors de leur réunion d'organisation, il a été mentionné que d'autres personnes ont posé cette question. Comment est-ce que les analystes ukrainiens travaillent dans la situation de guerre? Mes collègues ont partagé certaines de ces expériences, mais je peux simplement répéter que c'est une question d'alerte de bombardement 5-6 fois par jour. Il faut courir dans les abris. Et pendant ce temps-là, les pharmaciens, les médecins, les policiers, les pompiers continuent à travailler. Il y a régulièrement le courant qui est coupé, il n'y a plus de connexion Internet, on ne peut plus travailler en ligne, où la plupart de nos collègues analystes et analysants sont répartis à travers le monde en tant que réfugiés. Euh, c'est très difficile de garder le contact avec nos analysants. Mais voilà, nous luttons pour survivre et travailler même dans ces conditions, sous ces circonstances. Ces limitations physiques ne sont pas les plus grands défis. Les plus grands défis, c'est vraiment de contenir cette guerre, cette terreur, ces horreurs et cette profonde douleur et souffrance que mes patients partagent avec moi, mais les gens, parce qu'à la télé, quand on en voit quelque chose, on peut l'éteindre, mais quand c'est les gens autour de vous qui vous expriment leur souffrance, et puis ça fait partie de notre travail, et c'est une partie importante. Quand il y a des traumatismes collectifs, c'est difficile de garder la distance, de garder la distance analytique et de penser à la symbolique parce qu'il exprime tout cela directement. Ce n'est pas le moment de rentrer trop en détail sur les atrocités de l'armée russe en Ukraine, mais c'est c'est des c'est vraiment un mal ancien, terrible, qui est en train de nous tomber dessus dans la nation ukrainienne, qui nous infligeait, c'est véritablement du mal, euh, et voilà, et c'est une menace du monde entier qui commence en Ukraine. Et c'est bon que le monde civilisé s'est opposé contre cela, que vous êtes debout avec nous. Avec l'Union des Jungiens d'Ukraine, nous avons organisé une réunion tout au début de l'agression russe. Et ce projet est un acte de solidarité du monde civilisé. Donc, pour que la catastrophe humanitaire, sociale et intellectuelle face à l'agression de l'armée russe. Euh, Pendant qu'ils commettent ces atrocités dans notre pays, euh, on- il y a beaucoup de gens à travers le monde qui, qui ont contribué à nous soutenir, nous les Ukrainiens, et nous respectons et saluons ces gens et les admirons. Avec les Jungiens ukrainiens, c'est un des exemples euh, qui illustre ce soutien que nous obtenons de la part de nos collègues à travers le monde. Euh, L'idée, c'est euh, de fournir non seulement un soutien matériel, mais aussi un soutien psychologique. Je pense que vous avez très, très bien organisé cet événement, ce cycle de webinaires avec des contributeurs tout à fait exceptionnels. Et nous allons aborder plusieurs approches et méthodes qui ont été suggérées par la psychologie analytique pour gérer et travailler avec les expériences traumatisantes et la nouvelle mode de fonctionnement, même au plein cœur de ces expériences très difficiles. Je voudrais exprimer une très grande gratitude à mes collègues de Grande-Bretagne, Catherine Cox, toute l'équipe qui a organisé cet événement. Je suis reconnaissant envers toutes les analystes qui ont aidé à faire ces webinaires. À vous tous qui êtes ici aujourd'hui, merci pour votre contribution à ce projet. Avec votre présence et votre énergie, avec votre soutien financier, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sergei. Et je voudrais inviter M. Berg, le président de l'IAP, de dire quelques... Ah, M. Berg, pardon. Chers amis et chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi, en tant que président de l'IAP, de dire quelques mots de bienvenue à cet webinaire remarquable sur la synchronicité et le traumatisme, qui est le premier d'une série de très importants webinaires. D'abord, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs, Catherine Cox. Encore une fois, vous avez réussi à créer un événement spectaculaire qui est tellement important en ces périodes tellement difficiles dans lesquelles nous vivons en ce moment. Ce sujet de ce soir, la synchronicité et traumatisme, est malheureusement tellement approprié de ce que nous vivons en ce moment.
mais c'est aussi, ça donne des outils précieux pour chacun d'entre nous pour une meilleure compréhension du confinement. Je dois dire que des événements comme cela me rend fière d'être une analyste jungienne. Et je suis heureuse et je suis touchée de voir tellement de visages familiers ce soir. Mes pensées les plus profondes vont à tous mes amis et collègues en Ukraine. Je pense à vous tous les jours et je prie pour votre sécurité et pour que cette guerre terrible finisse bientôt. Être en mesure d'être ensemble dans notre communauté jungienne et d'écouter des paroles sages de collègues réputés, c'est tellement précieux en ces périodes difficiles. Je suis absolument reconnaissante aux organisateurs d'avoir fait tout cela pour nous tous et je souhaite à tout le monde une expérience très inspirante pendant les prochaines heures. Merci beaucoup. Merci, Messa. Et maintenant, j'invite Thomas Wenger du conseil d'administration de la RAS. Thomas Wenger. Merci Catherine. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Tom Singer. Je suis heureux de représenter Arras, les archives sur le symbolisme archétypal dans cet événement important, ce webinaire avec des Unions ukrainiens. La RAS rejoint la WUJ dans un projet expérimental pour permettre à des individus et des producteurs de contribuer des images et de la musique dans une amplification de groupe de nos réponses au webinaire et à la guerre. Au cœur de ce projet, il y a le désir de partager notre expérience face à cette terrible guerre à travers l'expression symbolique d'images et de sons, que nous soyons en Ukraine ou en Australie, ou la plupart des pays entre les deux. La guerre a mobilisé les esprits de la démocratie d'une manière totalement inattendue et adéquate, même alors que la Russie fait tomber la destruction sur les têtes des civils ukrainiens, les soldats, les bâtiments et les infrastructures. Meister Eckhart a dit, quand l'âme veut sentir quelque chose, elle envoie une image et ensuite entre dans cette image. C'est ce que nous espérons va sortir de cette collaboration avec la WUG et Arras. Arras fournit un hébergement Internet pour ce projet, arras.org/WUJ, où des images et des musiques qui viennent de nous tous peuvent être partagées pour lancer le projet et stimuler nos réponses. Nous avons posté des images inaugurales de nos orateurs d'aujourd'hui. Nous suggérons que vous notiez les images et les musiques qui vous viennent à l'esprit pendant la présentation d'aujourd'hui, que vous puissiez en fait les soumettre et vous pourrez ensuite les soumettre à notre site en ligne aras.org/WUG où elles seront présentées dans une galerie en ligne. En outre, nous allons héberger les vidéos enregistrées de tous les webinaires afin que vous puissiez les voir ou les revoir à tête reposée. Nous sommes passionnés faire partie de cette communauté émergente mondiale et c'est phénoménal de pouvoir participer de ce projet que nous lançons aujourd'hui parce que nous n'avons aucune idée de ce que nous allons créer ensemble. Quelques points logistiques importants, néanmoins, encore une fois, vous pouvez accéder à notre site ras.org/WOJ où vous allez pouvoir télécharger des images ou des sons. Vous pouvez voir, écouter ce qui a été soumis dans la galerie et sous les galeries, vous pouvez voir les vidéos enregistrées de chacun des webinaires au fur et à mesure qu'ils sont tenus. J'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre pour découvrir l'inconscient créatif, cette collection de sons et d'images qui nous parle de nos expériences et de nos webinaires et de la guerre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tom, pour tout cela. Désolé pour le petit problème technique que nous avons. Nous sommes encore un peu en train d'essuyer les plâtres sur ce coup. Maintenant, c'est mon grand plaisir d'introduire Christopher qui va nous parler, Christopher Hawke qui va parler du projet. Je voudrais suivre de ce que Tom a dit
Le projet sur les cadres et les frontières est un projet de la communauté internationale jungienne. Heu, Ça peut être ce sera un documentaire qui, réfléchit sur nos vies dans les années à venir et qui nous sommes entre nous. Nous utilisons le point de vue de nos expériences de la guerre ici et là-bas et qui peut nous toucher partout où nous sommes. Chacun d'entre vous est invité à participer, soit en rejoignant l'équipe. Nous sommes 6 pour l'instant, y compris 2 Ukrainiens et une équipe de production et vous pouvez contribuer des images exactement comme avec le projet Arras, via votre téléphone, ou lors des clips que vous avez enregistrés avec votre téléphone. Tous les détails sont sur le dépliant. Pourquoi est-ce que cadre et frontière? C'est le cadre du cinéma, de la caméra, c'est une frontière. On se recadre nos vies, on cadre notre compréhension, on cadre notre identité et nos identités et on cadre nos réalités, on encadre nos réalités. Les frontières entre les pays, des frontières entre les gens, tout cela est émotionnellement très résonnant. Les la frontière entre le conscient et l'inconscient, entre le psychisme et la matière, la synchronicité, des frontières entre la pensée et le ressenti. Je je L'idée, c'était que qu'on se rassemble pour faire un narratif par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Tous les détails sur comment vous pouvez contribuer, c'est très, très large, sont sur le dépliant que vous avez reçu, ainsi que sur le site web. Merci beaucoup, Chris. Je vous avais tous apprécié que quand on a des leaders projets comme Tom Singer avec les Folk, qui sont là dans une réunion en disant: «Je n'ai aucune idée de comment ça va se dérouler», eh bien, en tant que coordinateur, ça, c'est un peu inquiétant, mais en même temps, c'est extrêmement passionnant. Ça veut dire que l'inconscient va diriger nos mains et nos pas et ce que nous avons découvert à la WUJ, c'est que les expériences les plus riches, les plus profondes, quand vous avez des Ukrainiens et des non-Ukrainiens qui se rassemblent, c'est là, dans ce mélange, que véritablement les choses se révèlent. Donc voilà, lancez-vous et impliquez-vous. Il y a encore un projet à présenter et je vais demander à ma collègue Catherine Hines de dire les dernières paroles. Merci. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Catherine Hines. Je suis une analyste jungienne à Londres. Jung décrit les rêves comme étant les orientations de l'âme. Et beaucoup de nos Ukrainiens ont dit souvent à quel point les rêves étaient importants comme un guide pour leur âme, une orientation pour leur âme. Nous l'avons entendu dans la matrice des rêves sociaux, qui était un événement que nous avons organisé. Nous avons fait un certain nombre de groupes de lecture sur la barre du papier de document de Anne. Et les rêves sont sortis, les rêves ont besoin d'être racontés, d'être entendus. Certains étaient très puissants, proposaient un changement de perspective complément, ils offraient des nouvelles couches d'expérience très vivants et souvent offraient de l'espoir dans une situation qui semblait être sans espoir. Nous, on s'était dit que ça serait important si on pouvait trouver un moyen de capturer cela et donc nous avons créé un répositoire des rêves. Le répositoire des rêves va fonctionner à côté de la série des webinaires. Tout le monde peut y participer, y déposer ses rêves, des participants, des orateurs, des interprètes. Tout le monde peut participer. Le répositoire des rêves est anonyme, est sûr et sécurisé. Les contributions vont être traitées comme appartenant au collectif et donc peuvent être utilisés dans une variété de manières, mais toujours anonymement. De cette manière, nous espérons que les rêves vont être utiles à de nombreux gens, pas simplement les rêveurs. Le lien vers ce repositoire, vous le trouvez dans le chat et vous pouvez le trouver également sur notre flyer, notre dépliant. Marilyn Matthews a conçu une très, très belle page d'accueil ainsi que la dépliant pour le repositoire des rêves. Mais on ne sait pas ce qui va être écrit dans les pages à venir, comment ces rêves vont être utilisés pour notre avantage, qu'est-ce que nous devrions faire. Si vous voulez participer à ce processus d'écouter à votre conscience et de discerner
vers où cette partie du projet va aller, s'il vous plaît, envoyez-nous un mail en attendant, pendant que nous attendons que les gens se manifestent. Eh bien, tout est fait, tout, événement synchronicité ou tout, rêve que vous avez, surtout après cet événement d'aujourd'hui, eh bien, faites-nous l'honneur de le déposer dans le répositoire. Merci beaucoup, Catherine, et tous les liens pour les différents projets seront sur les différents dépliants et seront disponibles. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes. Alors maintenant, nous allons Maintenant, prendre nous une allons pause de 5 avoir minutes et un quand on va petit revenir, nous aurons John Cambray et ensuite nous et aurons Joe Enyok Cambray et Nick Cook. Kukuliok. On va avoir une Merci petite pause beaucoup. de 5 minutes. Si vous Donc si pouviez vous être de revenez retour à à 18h36, s'il vous plaît. 18h36 Merci. GMT, donc 5 minutes s'il vous plaît. 5 minutes de pause, merci.
Merci pour la musique. Maintenant, on va certainement recommencer. Donc, merci beaucoup. Sally, maintenant, vous avez la parole. Sally, vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Pardon, je suis Sally Harfer, je suis analyste Young Glen à Londres. Et vraiment, c'est vraiment mon plaisir d'introduire, de présenter Joseph Cambray et Annick Tikeliok, nos deux conférenciers. Jungian est une analyste Jungienne et également euh, superviseur. Elle fait vraiment importante dans la communauté jungienne de l'Ukraine. C'est l'ex-président de l'association Jungienne ukrainienne et également de l'association professionnelle d'experts accessionnels des psychologues experts. Elle fait partie également partie des analystes Jungian de la communauté de l'Europe de l'Est et centrale. Et également, elle travaille à Kiev. Et elle est l'autrice et l'animateur également également de programmes sur la psychologie analytique. Et elle travaille avec les enfants, les adultes et les adolescents. Et donc, lorsqu'elle a du temps libre, elle adore nager des longues distances, elle voyage beaucoup. Et elle a une collection également de sable et de coquillages. Et la dernière année, c'était vraiment le 9e jour de la guerre. Elle s'est aperçue qu'elle serait grand-mère, le 9e mois de la guerre, sa petite fille aînée. Et ça a vraiment aidé sa famille à faire face à ces mois terribles de guerre. Et on est vraiment heureuse qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Et vraiment, après notre première conférencier, elle sera avec nous, qui est Joseph Cambray. Maintenant, nous accueillons Joseph Cambray et je suis vraiment heureuse de vous présenter Joe. Et Joe nous a rejoint aujourd'hui de la Californie, analyste jungien. Et donc, vous les connaissez beaucoup de son livre exceptionnel, Synchronicité, Nature de la synchronicité et le psyché dans un univers interconnecté et également les beaucoup de documents qu'il a publiés dans des journaux internationaux. Joe, c'est vraiment un pilier de notre société jungienne, ancien président et de l'Institut du Pacifique, et également président de l'Association internationale pour la société analytique. Il était l'éditeur des États-Unis membre de la faculté à l'école de médecine de Harvard dans le Massachusetts et également dans le Centre pour les études analytiques. Quand il y a du temps libre, comme Ina, il a une passion pour le voyage et également il aime faire également de la plongée sous-marine. Mais aujourd'hui, lui et Ina vont plonger avec nous dans quelque chose de différent. Merci beaucoup, Joe, de commencer cette série de webinaires. Et maintenant, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Sally. Et merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment merveilleux de trouver un moyen d'être connectés les uns les autres parce que cette période est épouvantable. Donc, si vous voulez, je veux dédier ceci au courage et à l'esprit des Ukrainiens et de l'Ukraine depuis 1 an maintenant. Si vous voulez, c'était vraiment très difficile de voir ce qui s'est passé, la destruction, et c'est difficile de trouver également des manières adéquates de répondre. Mais je suis vraiment reconnaissant qu'on ait ce type d'opportunité. Et si vous voulez, comme beaucoup de personnes ont déjà dit, si vous voulez, c'est vraiment un compliment d'être avec nous, d'être les uns avec les autres et de s'écouter les uns les autres. Et pour moi, c'est vraiment personnel, c'est collectif dans le terme de notre communauté et à un niveau plus profond également, c'est être accompagné par le psyché. Et je dirais, c'est vraiment le thème de ce dont je vais parler aujourd'hui, être accompagné par le psyché, parce que si vous voulez, ça commence avec les expériences précognitives. Et, et en tant que clinicien, si vous voulez, mon travail très souvent avec les personnes qui ont été traumatisées, et donc d'Ukraine ou de situations de guerre. Évidemment, je n'ai pas cette expérience. Je n'ai pas cette expérience de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine, mais j'ai l'expérience de personnes qui ont été abusées, qui ont des traumatismes de l'enfance, les réfugiés qui ont souffert, etc. Et si vous voulez, quand on parle de synchronicité,
C'était, si vous voulez, un rêve qu'un de mes patients a eu, si vous voulez, et qui était lié d'ailleurs à mes activités de plongée. Quand j'apprenais la plongée, j'avais un patient qui était extrémiste et qui était d'accord. Si vous voulez, j'ai été d'accord pour lui parler au téléphone. Elle a commencé à me dire: «Est-ce que vous êtes en Allemagne?» Et j'étais pas, non, bien sûr, j'étais pas en Allemagne. Et donc j'ai demandé: «Pourquoi est-ce que ça l'inquiétait?» Et elle m'a dit: «J'ai rêvé la nuit dernière, vous étiez dans la forêt noire et je n'arrivais pas à vous retrouver». Et elle il y avait, si vous voulez, un sentiment d'inquiétude, pardon. Et le jour d'après, je devais aller plonger et ma première plongée en eau ouverte, en grande eau, si vous voulez. On était loin et si vous voulez, on était en eau libre, si vous voulez. Et on nous a appelés pour nous décrire ce qu'on appelait la force noire. Et j'ai pris fait une pause et je suis allée en plongée. C'était merveilleux. C'était vraiment une transformation pour moi. Mais si vous voulez, ça m'a rendu d'ailleurs, c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai plongé le reste de ma vie. Mais 60 pieds sous l'eau, c'est, si vous voulez, s'il y avait des coraux noirs, et c'était extraordinaire, extraordinaire. Et quand je suis rentrée vers le bateau, j'ai vraiment pensé à ce rêve précognitif. Il y avait une forêt noire partagée entre nous deux. La forêt noire quand j'étais dans l'eau et le pouvoir de ça et le psyché qui nous a liés, bien que c'était une expérience personnelle pour moi de cette forêt noire, et beh, qui était très différente de sa forêt noire à elle, évidemment. Mais c'était, si vous voulez, un autre trajet, pour, si vous voulez, pour la guérison de ma patiente et de moi-même. Et dans ce processus, j'ai commencé à relire, Jung de manière très attentive et c'était vraiment, augmenté en plus compte tenu de la production du, livre rouge. Et donc je veux commencer, si vous voulez, bah, je vais commencer ma présentation. Si vous voulez, ce sont les sujets dont je vais parler. Je vais parler des expériences de Jung, si vous voulez. Tout d'abord, parce que, si vous voulez, une expérience précognitive et si vous voulez, ça lui apprend 13 ou 14 ans pour s'en sortir. Mais si vous voulez, sa sortie, c'était dans la synchronicité. Et la synchronicité, les expériences de chronicité connectées avec le traumatisme et la guérison. Et je vais faire très attention, si vous voulez. Toute la synchronicité n'est pas basée sur le traumatisme, évidemment. Je ne veux pas faire une comparaison qui est réductrice, mais souvent dans les traumatismes, les choses qu'on ne peut pas mettre en mots, si vous voulez, trouvent une autre manière d'exister. Et donc, si vous voulez, on peut. Les coïncidences qui ont une signification très profonde, ça peut ouvrir la porte à la transformation. Donc, si vous voulez. Beaucoup d'entre vous s'en rappellent si vous connaissez l'histoire derrière le livre rouge Young, si vous voulez. Au mois d'octobre 1913, il a une grande dépression, beaucoup de dépression. Et si vous voulez, et Young, après ça, il est dans le train, il va à Schaffhausen pour voir ses beaux-parents. Et dans le train, il commence à voir l'Europe, à regarder l'Europe. Jusqu'aux Alpes, il y a du sang, du sang, du sang. Il voit que du sang. Et son psychiatre, il est horrifié. Et son psychiatre est d'ailleurs très inquiet. C'est normal qu'il soit inquiet. Et il pense, si vous, il se sent, il se sent très, très, très mal, des sentiments traumatisants. 2 semaines plus tard, ça recommence. C'est l'été, il est dans le train et c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est une vision, si vous voulez, c'est un rêve éveillé, c'est un rêve éveillé. Il regarde par la fenêtre et c'est vraiment un rêve éveillé. Et ce qui est extraordinaire par rapport à Jung, en tant que psychologue, c'est que la plupart des personnes, si vous voulez, auraient essayé, si vous voulez, de sceller cette expérience et de s'en distancer le plus possible. Et ce qu'a fait Jung à la place, c'est il a commencé à utiliser, si vous voulez, ses compétences et et de ses il s'est rappelé de son expérience à Paris avec Pierre Janet. Il avait étudié le yoga et la respiration et il s'est mis donc dans une transe. Il a commencé à explorer, si vous voulez, de ce monde, si vous voulez, interne et le traumatisme et sa confrontation avec l'inconscient. Donc voilà le premier caractère, du livre rouge, c'est le D.
pour d'air, le mot allemand d'air, le chemin de ce qui est à venir. Et vous voyez la profondeur de l'océan. Il y a les coraux, il y a également, si vous voulez, des méduses. Et vous voyez le serpent également, et qui revient. C'est au milieu de la réalité, et jusqu'aux planètes, jusqu'aux planètes, jusqu'à cette nouvelle étoile qui se lève également. Et c'est une référence à Bethléem et, et aux histoires chrétiennes. Mais la première expérience de Young, si vous voulez, sont très traumatisantes. C'est-à-dire, vous voyez, la femme blonde ici est pourchassée par un monstre qui serait finalement, et le soleil se couche et le soleil est attaqué par des serpents. Et si vous voulez, et ce scarabée sera très important plus tard. Il est vraiment submergé par l'eau qui est l'inconscient, et il a très très peur d'être poursuivi. Et également, il aurait su, avec l'amplification, que l'histoire de l'histoire des égyptiennes du livre des morts, c'est-à-dire, et la première chose, la barque des dieux est le premier dieu qui tient le soleil pendant son voyage, c'est Khofri, le scarabée, le dieu scarabée. Et donc, il y a une relation différente là avec le scarabée. Et cette question, si vous voulez, du soleil, et d'aller, si vous voulez, dans le et d'aller, si vous voulez, dans ce monde souterrain, c'est tenir, si vous voulez, c'est cet œuf solaire. Et ce qu'il faut apprécier pleinement, c'est que quand Jung a travaillé dans tous ces documents, sur tous ces documents, au mois d'août, il a commencé à avoir des rêves qui le guérissaient. Et ça suggérait qu'il pourrait, si vous voulez, s'en sortir. Et si vous voulez, il avait des rêves de guérison. Et il sentait vraiment qu'il pouvait offrir quelque chose. Et quelques mois plus tard, au mois d'août de 1914, évidemment, la Première Guerre mondiale commence. Et là, Jung, dans ce cas-là, si vous voulez, il est aux cornes du dilemme. Et est-ce que je devenais fou? Est-ce que je devenais cinglé? Ou alors, est-ce que maintenant, est-ce que je suis un prophète? C'est-à-dire, est-ce que j'ai prévu ce qui allait se passer en Europe, et cette expérience de l'Europe qui va se remplir de sang? Ce n'était pas une expérience personnelle uniquement, c'était une expérience collective. Et donc, c'était précognitif. C'est-à-dire, ça disait quelque chose sur des événements futurs que Jung ne connaissait pas à ce moment-là, mais si vous voulez, qui ont eu évidemment des ramifications dans le monde entier. On voit à quel point c'est pertinent pour notre discussion aujourd'hui et la souffrance dont on parle. Et bon, quand on continue avec le livre rouge, si vous voulez. Donc, si vous voulez, je ne veux pas vous donner des dates pour tout, évidemment, mais à la page 55, on voit une toute nouvelle relation entre cette énergie solaire, le rôle de l'inconscient chez Jung et l'activation également de l'inconscient. C'est plus là, il est plus poursuivi, mais ça bouge, ça bouge en même temps, en synchronicité avec. Ça fait toujours peur, c'est toujours terrifiant, mais on voit quand même la le mouvement coordonné. Et ça, je crois, et c'est là, si vous voulez, on sort, si vous voulez, du traumatisme gelé, et on peut commencer à se remettre, à retrouver nos capacités, à être responsable de nos émotions et de notre imagination. Et plus tard, quelques pages plus tard, et vous voyez les cornes de l'animal qui sont encore de plus en plus explicites. Et vous voyez également la lave fougueuse, ardente, et également faire cuire cet œuf. Et en bas, si on va à la page 59 du livre rouge, on va voir, il y a une Yerania Gabarna, et ça nous donne une déclaration très précise de ce que c'est-à-dire, c'est une vision hindoue contemporaine, très contemporaine, c'est l'œuf cosmique. Dans la mythologie hindoue, dont on regarde une nouvelle cosmologie, une chance pour vraiment entrer dans un nouveau monde, dans une vision d'un nouveau monde.
Et quelques pages plus tard, on ouvre l'œuf cosmique et ainsi on regarde, on voit en bas un petit œuf qui a été cassé, qui est ouvert et il sort de cet œuf une énergie énorme qui est, relâchée et c'est, pour on peut l'adorer, le vénérer. Don et c'est par rap donc et au cas où on a besoin de la référence, il y a également de nouveau vous voyez bien au fond, il y a de nouveau, ce bateau avec également, le soleil et là, si vous voulez, ça y est, on voyage, on commence on commence à prendre le vent et on commence à bouger dans de plus grandes profondeurs avec une nouvelle confiance et donc il y a une série donc il y a une série de transformations, et parce que Jung fait de la thérapie de mandala et donc il arrive à ce nouvel œuf cosmique et vous voyez le processus cyclique de, si vous voulez, on commence à réunir un nouveau cycle de processus. Regardez les couleurs. Noir, le noir, le noir, le rouge de l'albato, de l'algamie, et également, si vous voulez, ce marron doré. C'est dans l'eau de l'inconscient et également dans le domaine du conscient. Donc, il y a un processus de transformation qui se passe chez Yang ici. Mais c'est à la page 97. Et évidemment, il faut aller à la page 300. Mais ça prendrait trop de temps, évidemment. Alors, et ça également, c'est important. En 1919, Young, si vous voulez, a eu la grippe espagnole. Et ça s'est documenté dans le, dans le livre qui a été publié par la famille de Young il y a quelques années. Ce n'est pas dans le livre rouge, hein, mais il y a un rêve ici que Young a eu de cette sphère qui flotte dans cette île et c'est entre deux arbres. Et je veux que l'on regarde ça, parce que comme j'ai dit, c'est dans une série d'autres images que vous pouvez trouver dans le travail de Jung quand il traverse la grippe espagnole. Et donc, si vous voulez. Donc, oui, bon, évidemment, il y a plusieurs contextes, mais ici, je veux que vous regardiez. C'était pas connu du temps de Jung, évidemment, parce que ça a été découvert bien plus tard. Là, si vous voulez, c'était la grippe espagnole et maintenant, évidemment, on étudie ça, évidemment, avec la technique moderne. Et si vous voulez, c'est pas le Covid, mais c'est très près du Covid. Ça fait partie quand même de de ce même famille, si vous voulez. Mais si vous voulez, on a les protéines avec les pointes. Et donc, Yang écoute maintenant, quelque chose se passe ici. Et je suggérerais que c'est lié à ce cas de grippe espagnole. Young n'aurait pas connaître cette image, mais je pense quand même qu'il y avait un aspect coïncidental de l'imagination. Il a découvert quelque chose sur la nature fondamentale de la réalité, à un niveau physique, et qu'on peut représenter artistiquement, mais il n'avait pas évidemment la connaissance scientifique pour faire ça. Et regardez ce que qu'il fait ici. Ce page 155 du livre rouge. Regardez ces deux arbres ici, qui sont, si vous voulez, qui sont mergés ensemble. Et cette sphère qui flotte également. Et c'est une représentation inconsciente du virus, a maintenant été placée dans un arbre philosophique. Et comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? C'est une déclaration extraordinaire d'ailleurs. Si vous laissez-moi vous suggérer que, voilà, c'est la notion de réenchantement. Max Dever, donc le désenchantement du monde, parce il est mort de la grippe espagnole en 1920 et en 1918, il avait cette notion de désenchantement. Donc, si vous voulez, comme notre Covid, si vous voulez, ou le coronavirus, mettre ça, de cette image, dans cet arbre philosophique, est-ce que ça ne suggère pas que Jung regarde, si vous voulez, de mettre ça dans la
dans la mythologie, parce que Jung avait de réenchanter, Jung avait une déclaration, si vous voulez. Il dit, les dieux sont devenus des maladies. Et dans notre monde désenchanté, ce qui avait été sacré maintenant est pathologique. Zeus devient, si vous voulez, un complexe de pouvoir. Aphrodite devient de la pornographie. Et, donc, si vous voulez, si on a une entité de maladie, et si vous voulez, il faut faire que cette entité de maladie devienne un dieu. Les maladies peuvent être vues comme, si vous voulez, un trajet pour revenir au sacré. Et ça, ce serait une trajectoire pour revenir à l'enchanté, pour ramener au monde, par l'utilisation de notre imagination, ce type de capacité. Je dirais, Yang est en train de rendre, ramène le mythique dans notre monde scientifique et rationaliste. Et c'est très, très, très important ici. Et ça fait partie, évidemment, de la guérison du traumatisme et également par rapport à cette image. Donc, si vous voulez, il a eu un rêve à Liverpool, le rêve de Young à Liverpool. Je ne vais pas vous parler de tout le rêve. C'est un très grand rêve, mais il va dans les allées des morts. Il arrive dans un endroit, et je vais le mettre ici en ukrainien d'ailleurs, pour que nos collègues ukrainiens puissent le lire et le traduire. Donc, à la fin, si vous voulez, ce qui est clé, c'est que il arrive au centre, si vous voulez, dans une place. Il voit un magnolia qui est en train vraiment de briller, qui est éclatant. Et ce magnolia, ça va devenir très, très, très important. Euh, donc, d'un magnolia dans une pluie de fleurs rougeâtres. Et il pense qu'il comprend maintenant où il est et ce que ça signifie. C'est-à-dire, c'est une vision de lui-même. Et c'est la réalisation de, si vous, euh, de, donc, Donc, il peint cette image pour essayer de capturer, de saisir cette place et cette île. C'est pas dans le livre, c'est dans le livre rouge en 159. C'est la fenêtre sur l'éternité. Livre rouge, page 159. Et, et ça, c'est merveilleux. Et c'est une expérience très, très, très puissante. Et c'est surtout personnel. Et Jung ne s'arrête pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, l'individuation est personnalisée et la réalisation du soi, c'est un élément très personnel. Jung se serait peut-être arrêté ici, mais il ne s'est pas arrêté ici. Le livre rouge continue. Donc maintenant, si vous voulez, le départ commence avec cette image ici. En 1928, vous voyez ici, il travaille sur cette image ici, sur la gauche. Ce mandala dont il travaille est par coïncidence, et c'est encore une de ces merveilleuses coïncidences, il reçoit par courrier un manuscrit de son ami Richard Wilhelm, qui est à Tsingtao, au Chine. Et Wilhelm enseigne dans une école, mais également, il travaille avec des prêtres dans les montagnes pour essayer de traduire un manuscrit qui s'appelle Le secret de la fleur dorée. Et ça, c'est peint sur le devant du manuscrit, sur la droite. Et Young a trouvé que c'était extraordinaire parce que on lui avait une demande pour qu'il écrive. Pardon, je n'avais plus. Pardon, pardon, il y avait un problème de son. Donc, le tableau s'appelait Le secret de la fleur dorée das Geheimnis der goldenen Blume. Et nous avons cette coïncidence qui arrive et on lui a demandé d'écrire un commentaire là-dessus. Il est tellement fasciné qu'il écrit les deux.
parce qu'il est frappé, mais vraiment ébahi, touché par le feu parce que c'est vraiment ici, c'est le symbole, c'est vraiment la foudre, c'est l'éclair qui le frappe dans cette image, dans ce mandala, dans cette iconographie du secret de la fleur dorée. Et là-dedans, Jung trouve un parallèle par rapport à son cheminement personnel. Et avec cela, il a l'impression qu'enfin, il a trouvé ce qu'il a besoin. Quelques mois plus tard, en novembre de 1928, il fait un séminaire sur le rêve, sur l'onirique chez lui en anglais. Et tout au début, le rêve qu'il présente, il y a une image d'une boule et il travaille là-dessus. Et la semaine d'après, quand les gens reviennent, le patient dont il présente les matériels a pris cette boule et l'a mis entre deux cornes d'un taureau, de cet animal cornu qui porte ce globe entre ses... Et ça lance une énorme discussion dans le groupe parce que beaucoup de gens ont eu des images de taureaux, d'animal cornu. Et donc, finalement, la classe se tourne et dit, comment est-ce qu'on comprend cela? Et Jung dit, eh bien, à l'Ouest, nous utilisons le cause et l'effet comme une manière de comprendre notre cosmologie, mais dans l'Orient, on regarde ce qui tombe au même moment, ce qui arrive au même moment. Et c'est ça ce qui est important, ce qui est synchrone, là il y a la synchronicité. Et l'éditeur de séminaire a dit, ça, c'est la première fois que Jung utilise le concept de synchronicité dans une position de Jung. Il ne va pas l'utiliser publiquement pendant encore 2 ans, jusqu'en 1930, mais il est clair qu'il est maintenant capable de laisser le livre rouge de côté et revenir au monde de la science. Et ça, c'est son travail. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit là-dessus? Comment est-ce qu'on considère cela? Comment est-ce que la synchronicité est un axe? Donc, si c'est la question de la folie ou de la prophétie, c'est le dilemme, les cornes sur lesquelles on est coincé. Alors, la réponse, c'est la solution, c'est la transcendance. Ça va au-delà de résoudre le problème d'un côté ou d'un autre. Le bialisme, c'est la synchronicité comme une manière de ressentir le monde et dans son cœur et dire que ce type d'événements font partir de la structure fondamentale de la nature de la réalité. D'ailleurs, et Jung continue et bon, j'ai pas de diapo là-dessus. Bon, alors Jung continue et, et dit que la synchronicité se produit avant, avant les temps et l'espace. C'est un acte de création, la synchronicité. Elles sont en dehors des lois de la physique, en dehors du Big Bang. Et il l'articule dans la fin des années 40, au moment où le Big Bang est également en train d'être articulé. Donc la synchronicité, c'est une nouvelle cosmologie, une nouvelle cosmogonie, ce sont l'origine de l'univers. Et Jung dit les motifs qui se forment, ce que nous appelons la synchronicité, sont, font partie de la texture fondamentale de la réalité de la nature. Et cliniquement, il commence à utiliser ce modèle à partir des années 30. Je vais juste rapidement parler de ce concept dans le fondement. La communication inconsciente vers la communication consciente qui crée un champ d'inconscience commune. Si on prenait le cas, par exemple, de la forêt noire, cette image de la forêt noire, elle était dans l'inconscient commun entre moi et mon patient. C'était pas ma forêt noire, c'était pas sa forêt noire, c'était quelque chose que nous partagions, quelque chose de mutuel. Et Young a dit, en ce qui concerne ce phénomène en ce qui concerne votre patient, il est tout à fait correct que ces rêves sont engendrés par vous-même, mais au fond le plus profond, nous ne rêvons pas, non pas de nous-mêmes, mais ce qui se situe entre nous et l'autre. Ce qu'il est en train de dire, c'est que les rêves ne sont pas dans nos crânes, c'est pas juste notre monde intérieur, ce sont en fait des interactions entre nous et le monde extérieur, pas simplement avec des gens, mais avec des créatures, avec toute la cosmogonie. Il y a des niveaux,
et c'est de ça dont il parle. Souvenez-vous de son exemple paradigmatique de dans 1926, il y avait un livre qu'il a publié sur les études de Jung, qu'il faut absolument avoir lu, par Victorine Desmoulins et c'est sur le rêve de Maggie Rechstein du scarabée d'or et ouais, elle raconte à Jung, elle est très bloquée, elle comprend pas le signal et à ce moment-là, il y a un tapotement à la fenêtre et il ouvre la fenêtre et il y a un scarabée, et il attrape le scarabée et lui donne et ça a été un événement transformateur pour elle. Ça l'a ouvert à l'impact du psychisme, de l'irrationnel. Mais c'est c'était pas juste son, scarabée. Lui a eu une expérience extrêmement très profonde, pas simplement dans le livre rouge, d'abord comme un élément de terreur, mais ensuite quelque chose qui s'est approprié, qu'il a mieux connu, quelque chose qui l'a porté vers le monde du Nether. Le fait qu'on puisse reconnaître ce qui nous terrifie peut vraiment nous aider à améliorer notre vision. Et bien évidemment, ce scarabée, c'est un scarabée qui symbolise la renaissance, trouver un nouvel moyen d'être soi-même. Jung a également, et ça fait partie de l'expérience synchronistique, parce qu'il est venu avec une espèce de sentiment de nomos qui est activé par cela. Et il a parlé de ce nomos, notamment dans une lettre à P.W. Morton, où il a dit: le fait est que l'approche de Numénos, c'est la vraie thérapie. Vous êtes libéré de vos obstacles, même la maladie s'efface. Moi, je voudrais qualifier cette déclaration. Je pense qu'elle est correcte, mais elle est peut-être un peu trop brève par rapport au Numinus. Le 20 août 1945, bien évidemment, c'est 2 semaines après Hiroshima et Nagasaki. Le monde est dans un traumatisme terrible, euh, des parallèles avec ce que nous vivons aujourd'hui, la situation que nous vivons en Ukraine, un de ces moments de luminosité dans le monde et il essaye de comprendre si est-ce qu'il y a moyen de guérir ce type de trauma et cela me mène à un cas que j'ai ou sur lequel on m'a demandé de présenter lors d'une conférence, thérapeutique et j'avais un cas que je voudrais vous présenter parce que cela rejoint, ça présente cette notion de lumineux. C'est un client qui était bipolaire, une femme, elle était très fortement déprimée. Elle a commencé, c'était très bizarre, elle a commencé avec un traitement avec un psychiatre et elle a disparu après une séance. Donc j'ai passé le le repas, un déjeuner à parler de ce patient que je ne connaissais pas et 6 mois plus tard, cette patiente m'a contacté et le psychiatre m'a dit: «Est-ce que tu veux travailler avec elle?» et voilà, je ne vais pas vous présenter tout le cas parce qu'on n'a pas le temps, mais ce que je veux simplement dire, c'est ce que je voudrais exprimer, c'est il y a eu un rêve extrêmement crucial. Cette patiente, c'est le rêve de la femme merveilleuse. Elle est chez elle. Elle avait un plan, sa maison était avec un plancher en bois, un peu comme dans mon cabinet. Donc, il y a eu un transfert. Elle est avec une autre femme, ils sont allongés sur le sol. Elle remarque qu'il y a qu'il y a une espèce de cercle qui tourne, marron, qui tourne autour d'eux. Et je lui ai dit: qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toi qui m'as lancé?» Elle dit: «Non». Et on a continué à parler jusqu'à ce que je commençais à remarquer que c'était très proche de moi-même et qu'il y avait quelque chose. Et elle dit: «Ça, c'est merveilleux. Il commence à vous faire confiance». Ça, c'est extrêmement génial quand le patient vous dit cela. Le patient était très content à ce stade-là. Moi, je l'étais moins parce qu'on regarde encore plus loin, on analyse ce rêve
et ce cercle devient de plus en plus sombre, plus mauvais. Il grimpe sur eux, il sépare. Et la femme merveilleuse dit: «Oh, tu as de la chance, parce que regarde ce qu'il peut faire.» Et donc là, elle ouvre une boîte très ornée. À l'intérieur de la boîte, il y a une merveilleux bijou avec des magnifiques couleurs. Et la femme très belle me dit: «Chaque fois que je ne peux pas trouver quelque part, je vais là et j'ouvre cette boîte et je le retrouve.» Donc le patient était complètement pris par son rêve. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de négatif là-dessus. Elle avait déjà eu une psychose auparavant, une dépression psychotique avant, et j'avais l'impression que ça, c'était une une peut-être une prémonition d'une dépression, et en fait, c'est ce qui s'est passé, d'une crise psychotique. Mais en fait, il s'avérait que c'était beaucoup moins sévère que les crises précédentes. Donc ce qui m'a retenu, comment est-ce que j'ai travaillé avec cela? J'étais très fortement, j'essayais de l'approcher d'un point de vue jungien, et j'ai fait une amplification. J'ai trouvé cette histoire j dans un recueil de culture autochtone où on était considéré, où ces nuages, ces formes étaient comme les ombres de la divinité. Il fallait jamais les déranger. Si et si quelqu'un, si on franchit cela là sur une personne malade, elle va retrouver la santé. Ça, c'est extraordinaire. Donc c'était vraiment une vision, quelque chose que le client ne savait absolument pas. À l'époque, moi, j'étais marié avec quelqu'un qui était à moitié tahitienne, et donc ça, c'était directement une référence à la cosmogonie Mahoy, et donc alors que cette personne, ma patiente ne pouvait absolument pas connaître cela. Donc si on revient à cette question, elle commence à te faire confiance, mais ça revient à ce mille pattes qui tourne autour, c'est inconscient, et ça soulève toutes ces activités psychiques. Voilà. Donc, au lieu qu'elle fasse confiance aux mille pattes, elle vous fait confiance, et ça, c'est vraiment la clé pour que moi de réorienter, de commencer à faire confiance à son psychisme et à nous mener à travers le traumatisme. Donc voilà, une image de ces mille pattes à Tahiti. Ils sont assez extraordinaires. Il vaut mieux pas les prendre dans les mains parce que ça mord et ça c'est très poisonneux. Voilà, pour, ce rêve qu'elle a eu, ce premier rêve, il est, avant de ma rencontre avec moi. Cette femme noire, ardente, qui sort de la terre, elle me regarde et puis ensuite elle est partie et elle est marchée jusqu'à une colline où il y avait des enfants et des femmes qui la suivaient. Elle était comme un maître, mais elle, la patiente, elle était dans cette, gel, traumatisme, elle était incapable de bouger, d'articuler quoi que ce soit, elle était figée, et nous avons travaillé plusieurs fois, plusieurs semaines, pendant 1 an, et ensuite elle a eu ce rêve que je vous ai raconté avec le mille pattes. Elle est cette fois, au lieu de s'enfuir elle a pris la voiture, elle est allée à l'hôpital et elle s'est fait interner, et au bout de 2 3 jours, elle a pu, être pas se guérir de sa crise psychotique. Elle a eu un autre rêve cette nuit-là, avant d'aller à l'hôpital, où c'était encore une fois la femme ardente noire qui sort du sol. Elle passe derrière moi comme si elle était mon ombre, et moi je marche, je fais des grands pas. Vous voyez la différence entre les 2 rêves? Ils sont très proches. Le passé, le présent. Elle est sortie de terre, elle sort de terre, donc ça se passe en direct, et il y a une conjonction. Vous vous rappelez, comment ces 2 monstres s'unissaient? Eh bien, là, il y a d'abord marcher et ensuite marcher à grands pas. Heu, Voici une image de Pélée dans la déesse des volcans, si vous avez vu, Vaiana, qui voilà, c'est elle qui crée les îles en sortant de l'eau, c'est la déesse des volcans, et c'est vraiment ce rapport à la déesse polynésienne des volcans. Donc c'est plus un figure de terreur, mais maintenant nous avons son lumineux et guéri. C'est la dernière fois que la patiente a eu une crise psychotique, devant être internée. Elle a été en mesure de survivre et d'avancer dans sa vie, et mais elle a pu continuer son travail universitaire, mais de trouver un partenaire et mener une vie très productive. Elle a vraiment été guérie. Donc pour moi,
cette déclaration de Jung sur le lumineux qui guérit, c'est tout à fait correct. Ça veut dire qu'il faut avoir la relation entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient, parce que ça, c'est pour que ça soit véritablement transformateur. Et lors de la première rencontre avec le lumineux, il n'y a pas eu de transformation, il y a eu juste, elle s'est figée, un effondrement psychotique. Le deuxième, où le travail de préparation avait été fait, où elle savait comment comprendre cela. Et la dernière chose que je voudrais dire cela, et avant je vais passer à Taïna, c'est quand on m'a d'abord demandé de faire cette conférence sur ce terme lumineux, je n'avais pas parlé au client encore à l'époque, donc je n'étais pas encore à l'aise pour l'utiliser, son exemple. Et ensuite, dans les 20 ans que je lui ai parlé, elle m'a appelé 3 semaines plus tard en disant: je vais revenir, je vais faire un passage, est-ce qu'on peut se parler?» On a eu une conversation, elle est venue me voir et ce n'était pas à peu près 20 minutes, je lui ai dit: «Pourquoi est-ce que tu es venu me voir?» Et elle m'a dit: «Comment est-ce que tu as continué à travailler avec moi après cette dépression? Qu'est-ce qui t'a permis de continuer à travailler avec moi et plutôt de me transférer à un autre, analyste?» Et donc je lui ai raconté de l'implication avec le mille-pattes et c'était une réponse très surprenante. Elle dit: «Heureusement que vous ne m'aviez pas dit à l'époque». Et j'ai dit: «Pourquoi?» Et elle dit: «Bah, parce que la l'expérience était tellement intense, je n'aurais pas pu la revivre. C'était magique en sachant cela, ce lien synchronistique, en fait, ça aurait été un piège si je lui avais mis le doigt dessus. Et elle dit: «Merci de ne pas l'avoir dit à l'époque» et c'est à ce point-là, je me suis dit: «Bon, OK, qu'est-ce que vous diriez si, maintenant que je sais, ça ne me dérange plus» et ensuite on a écrit un article toutes les 2 là-dessus. Et je pense que je vais m'arrêter là et rendre le microphone à mon collègue, pour ce soir, à Rina. Alors, voilà, on va partager mon écran. Chers collègues, chers amis, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous dire bonsoir et partager avec maintenant mon discours. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde qui était participé à ce webinaire. C'est très important pour moi et c'est au début d'un très important projet, heu, un parcours. C'est très important pour nous de maintenir ce dialogue et est très important pour tous les psychologues, ukrainiens. Merci beaucoup pour ce webinaire. Je voudrais remercier le comité organisateur pour tous ses efforts pour établir cette connexion. Merci tous les gens qui sont présents ici ce soir. Chers collègues, merci beaucoup de nous avoir soutenus, de soutenir l'Ukraine. Heu et en tant qu'Ukrainienne, je voudrais vraiment vous remercier de nous aider à survivre, votre soutien et le soutien que nous nous donnons les uns les autres et nous avançons vers la victoire. Je voudrais, parler de synchronicité de traumatisme ce soir et se focaliser sur les Ukrainiens qui ont vécu cette expérience aujourd'hui. Bonsoir, nous sommes d'Ukraine. C'est comme ça que nous disons aujourd'hui, voilà, je vais vous partager ma présentation. J'espère que pour que chacun d'entre nous qui nous a rejoints aujourd'hui, il y a un peu de synchronicité sur le fait que nous sommes ici ensemble aujourd'hui, qu'on a un sentiment de synchronicité. Il est dans notre recherche du sens. Mon existence aujourd'hui est remplie de la signification de la liberté. Comme l'a dit le poète et écrivain ukrainien moderne Yuri Andruyevitch, de toutes les religions de ce monde douteux, seule la liberté reste indiscutable
et conserve à ce jour sa signification exclusive sur fond de progression implacable du conformisme, du, du relativisme technologique et de la falsification de la réalité. Moi, j'ai de la chance, j'écris dans la langue de cette liberté, dans la langue ukrainienne. Et peut-être vous pouvez réfléchir avec ensemble à nos significations. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous ensemble aujourd'hui? Quel est votre sens? Quel est l'accident ou la coïncidence qui vous a amené ici? Quelle, quelle est la valeur de votre présence ici aujourd'hui? Et où ce chemin va-t-il vous mener? Vous pouvez voir ces questions sur la slide. Comme l'a écrit Jung, sans la conscience réflexive d'un individu, le monde est une gigantesque machine vide de sens, car d'après notre expérience, un être humain est le seul être capable de trouver au moins un certain sens au monde. Notre conscience est un miroir dans lequel l'univers peut se refléter et c'est notre rôle particulier dans l'univers de le faire. Dans son ouvrage Synchronicité, Jung propose deux définitions. La définition la plus brève, qui est que c'est l'apparition simultanée d'un certain état psychologique avec un ou plusieurs événements extérieurs qui apparaissent comme des parallèles significatifs à l'état subjectif donné. Et la définition plus large, qui est que c'est la relativité psychologiquement déterminée du temps et de l'espace, l'ordre acasual. Selon la définition étroite ou brève, la synchronicité fait référence à des coïncidences significatives entre des événements psychiques internes, tels que des rêves, des pensées, des fantasmes, et des événements du monde extérieur matériel. La synchronicité peut donc être définie comme une simultanéité plus une connexion significative. La synchronicité est un principe créatif opérant constamment dans la nature et ordonnant les événements de manière non physique ou non causale. En se basant uniquement sur leur signification, Jung suggère que la synchronicité est un cas distinct de l'ordonnancement acausal général. Une analyse détaillée nous permet de découvrir plusieurs aspects importants dans les travaux sur la synchronicité de Jung et Marie-Louise von Franz, à savoir, un, le principe de connexion acasuale, c'est le deuxième principe de connexion opposé au principe causal généralement reconnu, où la cause et l'effet sont logiquement dérivés l'un de l'autre. Le deuxième, c'est la signification, le sens. La synchronicité concerne des événements qui sont nécessairement liés de manière significative. Le sens d'un événement synchronique n'est révélé que si nous le comprenons symboliquement et pas simplement intellectuellement. La prise de conscience de la signification est un saut quantique dans le psyché. Le physicien Bohr a qualifié d'indivisibilité du tout les phénomènes qui établissent le lien entre le monde psychique et le monde matériel et témoignent de leur fondement intégral. Il décrit expérimentalement comment les particules initialement connectées puis déconnectées se comportent comme si elles connaissaient l'état d'autres particules, même à une grande distance les unes des autres, ce qui exclut toute chance d'interaction. Or, Jung observe également et a désigné cette dimension comme étant la psyché objective ou le unus mundus, le monde unique. Le concept jungien de l'énergie unique qui se manifeste en tant que matière à basse fréquence et en tant que psyché à des fréquences plus élevées rappelle largement le concept chinois de qi. Tout ce qui existe est un flux d'énergie. Et von Franz écrit que le mode de pensée synchroniste est le mode de pensée chinois. Et elle offre l'exemple où un empereur chinois a suggéré le choix entre un bol de riz et le livre des changements, le I Ching. Il est très caractéristique des Chinois que même un bol de riz, et ils vivaient la faim de manière très aiguë, il y avait beaucoup de famine, était moins important pour eux que la possibilité de retrouver leur livre des mutations préférées, c'est-à-dire retrouver des repères spirituels. Je vais essayer d'aborder avec précaution l'expérience vibrante, toujours palpitante de chaque Ukrainien. Le début de la guerre à grande échelle, le 24 février. Au cours de l'écriture de ce texte, j'ai éprouvé une résistance puissante qui s'est manifestée par un niveau de tension élevé. Mon imagination m'a amené l'image d'un volcan en éruption. Je suis très proche du cratère et
Je voudrais citer plusieurs rêves qui sont apparus à la veille de la guerre. Je dois mentionner que j'utiliserai divers matériaux symboliques que j'ai recueillis en travaillant avec mes patients, des étudiants, dans la communauté académique, dans des groupes de soutien pendant ces 11 derniers mois de guerre, et j'ai obtenu leur permission de les utiliser sous les termes et conditions de confidentialité et d'anonymat. Alors, je me souviens, un des témoignages, c'est je me souviens que mon esprit me semble être suspendu dans le vide et que mes pensées tournaient en rond. C'est pas peut pas être vrai. Comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait une guerre avec des tanks et des missiles au XXIe siècle? Non, non, ça peut pas être vrai. C'est pas ça peut pas être une information. Heu, c'est pas comme ça. Pas une guerre comme celle de grand-père. Ou l'autre qui me dit: «Le début de l'année a été tendu et passif. Cette ambivalence a été perçue tout au long de l'année. D'un côté, je ne voulais rien faire car tout me semblait inutile. Je pensais: "Ça sert à rien puisque nous allons tous mourir"». C'est comme si c'était un peu comme si mon corps économisait de l'énergie pour quelque chose qui deviendrait vital plus tard. D'un autre côté, la tension augmentait et j'avais envie de courir quelque part pour l'évacuer encore un peu. Une semaine avant le début de la guerre, j'ai fait ce rêve. C'est comme si je regardais le ciel et qu'il était tout couvert de nuages noirs, comme avant un gros orage. Donc là, dans mon rêve, je comprends que quelque chose va inévitablement se passer et je ressens une énorme douleur face à l'impossibilité de changer la situation. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que l'imminence était quelque part très proche de moi. C'est pour ça, pendant toute la semaine, j'ai eu l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir dit adieu à quelque chose, même si à l'époque, je ne comprenais toujours pas qu'est-ce qui était ce quelque chose qui me manquait. Et encore un autre témoignage, pendant cette période, j'ai fait un rêve très vif, je m'en souviens très bien. Il me donne encore ce sentiment de surprise et d'incompréhension. Le rêve, je me souviens être sorti, avoir vu le soleil et la lune dans l'obscurité et comme comme si l'obscurité de la nuit supplantait la lumière. Et c'est comme si je me tenais juste sur cette bande, qui sépare l'obscurité de la lumière. Et j'entends qu'il y a beaucoup de gens dehors. Personne ne peut comprendre comment cela est possible. Et le sentiment intérieur profond est que c'est impossible, qu'il fasse clair et obscur en même temps, le jour et la nuit et qu'on soit exactement sur cette ligne de démarcation, ainsi que l'admiration et la peur, la beauté magique et la réalisation ferme que je vois quelque chose qui n'est pas banal, mais génial. De nombreuses semaines avant le 24 février, j'ai vu, j'ai eu un rêve extrêmement, étrange. Beaucoup de gens me disaient qu'ils avaient l'impression que, ils marchaient, et je me suis senti désespéré, terrifié. J'ai découvert que les gens de la ville s'étaient transformés en crustacés. C'est quelque chose comme un virus, une mutation. Je je me retrouve libre et je cours dans la ville et je vois Kiev plongé dans l'obscurité. Je ne vois que des petites lumières au loin. Je cherche ma mère, mais on me dit: «Ne la cherche pas, elle n'est pas à la maison» et je ne sais pas où elle est partie vivre maintenant. Mes enfants et moi cherchons un peu de nourriture dans les magasins encore ouverts. Voilà, c'est ce type de rêve et en fait, la maison de ma mère a été endommagée par les bombardements et elle a dû partir, s'enfuir à l'étranger où elle vit maintenant. Ce rêve me donne quand je raconte ce rêve, ça me donne encore des frissons. Je voudrais le décrire verbalement. Je ne peux pas le dessiner, c'était mon rêve récurrent même avant la guerre, comme si nous étions des jeunes enfants se cachant, pour échapper aux nazis qui sont arrivés en 41. Et ils venaient dans la maison et ils pointaient leur mitrailleuse sur nous et il n'y avait nulle part où aller. J'ai dressé la liste de plusieurs rêves qui reflètent les images, les états, les symboles caractéristiques qui sont apparus dans les rêves au cours des derniers mois avant la guerre. Et après avoir analysé un large éventail de contenus symboliques, j'ai sélectionné les rêves qui sont caractéristiques de divers groupes de matériel inconscient pour suggérer une classification. Mais évidemment, c'est juste ma vision de ce matériel onirique. Le premier exemple est celui de la pensée obsessionnelle
à propos de l'impossibilité de la guerre. Donc, est-ce que les personnes comprenaient déjà que la guerre était imminente? Et si vous voulez, que, et le conscient, si vous voulez, ne pouvait pas, si vous voulez, percevoir cette réalité barbare. Donc, si vous voulez, et que ça allait devenir une réalité pour nous. Et si vous voulez, on est la génération parce qu'on on se rappelle des histoires que nos grands-mères et nos grands-pères, on pensait que c'était vraiment dans le passé, on pensait pas que ça allait devenir de nouveau notre réalité. Et maintenant et si vous voulez, il y avait un tel désir humain, tellement naïf, si vous voulez, de fermer nos yeux et de nous dire: «Non, non, ça n'existe pas, ça ne doit pas être» et ça, si vous voulez, c'est comme ça qu'on a préservé notre petit monde interne. Si vous voulez, c'est le grain qu'on a réservé, dans donc les morts vivants, le monde auquel on pense, la paix sur la terre et on va revenir, si vous voulez, sur la terre plus tard et je crois, si vous voulez, que ces événements terribles de la guerre qui nous font ressentir profondément une haine et une indignation paradoxalement, si vous voulez ça, met en marche le désir si vous voulez, de protéger notre individualité et notre innocence et également on va regarder, on va parler également de l'anticipation et on regardera également le ciel qui sont pleins d'orages et donc l'intersection également de rêve vivide, si vous voulez, c'est parler à la nature sans les mots et c'est le motif, si vous voulez, de la connexion avec le cosmos, l'univers. Donc la capacité de pouvoir, d'avoir une conversation avec l'éternité. Souvent et si vous voulez, si vous et Jung, si vous voulez, a écrit que le rêve ça indique la synchronicité et ça a vraiment un impact très, très, très important sur celui qui rêve. Parce qu'il y a l'énergie de l'absolu, de une le knowledge a priori et donc et la cause des principes, où la connaissance ne vient pas du psyché, mais du temps éternel, comme, les Chinois le disent et notre psyché devient un miroir, qui de manière momentanée, réfléchit l'éternité. Yang et sa synchronicité et ces principes de causaux réfléchissaient sur la causalité de ces mystères et il disait que le monde et le monde de le psyché humaine sont 2 dimensions parallèles et c'est 2 miroirs qui se réfléchissent l'un l'autre. À un certain moment de la vie, c'est tellement important pour les individus le monde externe est comme si vous on voit, si vous voulez, des avertissements, mais la signification, quelquefois, faut pas regarder des explications rationnelles pour ça, mais les traiter comme des symboles qui peuvent être compris, tout d'abord, par l'intuition et par les sentiments et pas par la raison et le rêve, si vous voulez, où les gens sont transformés en crustacés, en créatures, en mutations, en virus, peuvent combiner les motifs de les lois de l'humanité, où les caractéristiques humaines disparaissent et on a un niveau, primaire de conscience. Et tout ce qui est humain est perdu et si vous voulez donc si vous voulez on a des mutations et également les couches humaines disparaissent et donc et le motif, c'est qu'on a des transformations terribles en créatures primitives et c'est importé si vous voulez et donc il y a des et également ces figures, ces montres, qui sont couverts de sang, ces hommes en uniforme du KGB et des images métalliques, images robotiques. C'est une petite liste d'images, de rêves, de si vous voulez, de, l'automne et de l'hiver 2020 et également la présence cette présence dans les rêves des Ukrainiens. Elle s'est réfléchie si vous voulez. Pardon, je n'ai plus de son. Ça réfléchit, heu, le processus de la mutation des ombres que nous tous, on a dû faire face à ça et j'attribue ce motif également à des représentations du traumatisme. C'est-à-dire le traumatisme psychologique que c'est ça se réfléchit l'un l'autre. Quand on a à faire face à des la culture européenne est basée là-dessus et tout est parti, si vous voulez et voilà comment l'inconscient se prépare
pour que ce soit possible de faire l'expérience, pour le premier choc de faire face à quelque chose qui n'est pas humain et non subjectif à l'avance. Et le dernier petit rêve rapide, c'est si vous voulez, et donc il y a beaucoup, ça regroupe beaucoup de rêves qui en fait répètent les événements de 1941 à 1945. Donc parce que les fascistes et les attaques russes, si vous voulez, en février 24, ça y est, ça se ressemblait, c'était la même chose. Parce que les gens se sont réveillés à 5 heures du matin, il y avait des bombes, des missiles qui tombaient sur eux. Et ça, évidemment, ça confirme la réalité des forces, si vous voulez, des forces sombres, obscures, et également le mal, le fléau. Personnellement, si vous voulez, il y a une répétition de ces images et des images de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est difficile de croire que c'est même possible que ça puisse se passer. Mais malheureusement, dans les rives, très souvent, maintenant, on voit plus des fascistes, on voit, si vous voulez, des Russes. Et la psyché ne fait pas beaucoup de différence entre les fascistes et les Russes. Parce que l'archétype type, si vous voulez, on prend des vies et ça appartient. C'est une attaque également sur un, tout est déshumanisé et on prend des vues et on voit, si vous voulez, les forces qui sont assoiffées de sang. Jusqu'à un certain point, beaucoup de ces rêves sont ressortis comme des événements. Donc, les personnes ont dit que ces rêves étaient prophétiques. Par exemple, il y avait un rêve la veille de la, donc, si vous voulez, et le rêve, la veille de la guerre, si vous voulez, il y avait des tanks qui entouraient une maison de grand-mère, mais il y avait un symbole chinois qui les protégeait. Et un mois plus tard, quand toute la famille se cachait dans la famille de la grand-mère, les tanks russes sont arrivés et ils étaient occupés complètement. La plupart des maisons étaient détruites, mais cette maison, elle, a survécu. Et les occupants sont même pas rentrés dans la cour de cette maison. Et le sentiment, c'était qu'il y avait eu une ligne invisible qui les protégeait autour de la maison. Et le deuxième rêve. Dans le rêve, si vous voulez, donc si vous voulez, ma langue est en train de brûler. Et les personnes sont emmenées dans la forêt pour être tuées. Pour être, et c'est des personnes que je connais depuis l'enfance. Et je regarde dans les yeux et je leur dis au revoir parce qu'ils vont être abattus. Et après 6 mois de la guerre et après l'occupation, la forêt est devenue un cimetière avec 400 tombes de citoyens locaux. Toute l'Ukraine, si vous voulez, leur a dit au revoir, et toute l'Ukraine, si vous voulez. Et je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore, donc je vais m'arrêter ici pour, pour repenser, si vous voulez, à tout ce tumulte des 11 mois passés. Je voudrais vous montrer quand même des dessins. C'est des dessins des rêves lors des 2 premières semaines de la guerre. Et toutes ces personnes il y avait l'artillerie qui constamment qui les attaquait, les missiles, les hostilités. Et vous voyez, sentir le peur, cette descente en enfer et le fait aussi de se sentir impuissant. Et si vous voulez, constamment, j'avais le sentiment que les tanks, si vous voulez, que euh, le char, si vous voulez, me visait. Eh bien, j'étais à une distance tranquille, mais chaque fois que j'allais au lit, je faisais l'expérience de mon imagination active. Je suis dans l'épicentre d'une explosion et devant moi, comme si c'était vraiment lentement, si elle est lentement. Je Tout, si vous voulez, se soulevait et m'englobait et j'avais cette, et j'ai tout mon corps, ressentait ça et je voulais pas, si vous voulez, m'en sortir. Je voulais pas stopper cette expérience, d'être témoin que mon propre corps se soulevait et l'inconscient demandait que je traverse cela, que je partage cette réalité, que le traumatisme et les explosions, si vous voulez, entrent dans mon psyché et reconnaissent et contemplent ces forces destructives pour, à la fin, pouvoir planter une graine dans cette terre qui est, si vous voulez, nue, mais ça se passera plus tard. Et si vous voulez, la déclaration de Clarisse, c'est donc le champ est rempli d'espoir. Et je sais que ceux
qui ont été coupés de leur croyance dans la vie. C'est ceux qui ont la connaissance interne, que le jardin d'Éden est caché vers chaque champ vide et, et, que, et que chaque champ qui est dévasté, si il y a des graines, et même quand si vous voulez, quand l'esprit est désolé, quand l'esprit est fatigué, ses rêves et ses dessins sont quand même connectés par une image centrale et un sentiment central de si vous voulez, un char qui est là, qui vise et qui perce, et également peut-être que c'est une représentation centrale de la guerre. Et je comprends ça. Et c'est comme ça que le psyché fait l'expérience du traumatisme de la guerre, comme quelque chose de beaucoup plus large que vous, comme un tank, et également des monstres qui sont en fer. Le monstre de fer qui va vous effacer, tel que défini par Uvanov, si vous voulez, par l'effacement. Et également, cette proximité, ça réfléchit la tragédie des autres nations avec lesquelles on a vécu de si proche pendant si longtemps. Et si vous voulez, dans un des rêves, une femme a rêvé d'un tank, un tank qui vraiment la visait, qui la visait au cœur. Et cette femme a vu ça. Et à ce moment-là, elle a pensé qu'elle allait être sauvée. Qu'elle allait être sauvée par la binationale ukrainien. Elle a ouvert sa Chivanka et le tank s'est arrêté. Elle a dit l'identité ukrainienne a arrêté ce tank qui me ciblait. Et si vous voulez, il y a d'ailleurs, si vous voulez, c'est la côte de la nation, c'est le pouvoir des ancêtres qui sont, vous voulez, de protection de la terre, liberté, qui était, si vous voulez, dans cet habit. Je pense que mon pays, l'Ukraine, est-ce que c'est bien de vous rappeler le temps? Je ne veux pas vous arrêter, mais peut-être simplement regarder l'heure qui tourne. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je vous remercie. Donc, mon pays, l'Ukraine, a commencé en tant, si vous voulez, a eu donc fait face à cette attaque honteuse. Et c'était beaucoup plus fort d'ailleurs que, si vous voulez, qu'une. C'était vraiment quelque chose de symbolique. Et Jung a dit, le monde dans lequel on est né grandit, mais en même temps, euh, la beauté, si vous voulez, va prévaloir. Et si l'absurde prévaut, la conscience de la vie aurait diminué. Notre développement, d'ailleurs, se serait arrêté. Donc, apparemment, avec toutes les questions métaphysiques, si vous voulez, la vie, si vous voulez, a une signification. Mais également, quelquefois, il n'y a pas de signification. Et si vous voulez, j'espère quand même, si vous voulez, que le sens va gagner cette bataille. Donc, j'essaie de vous montrer que avec la synchronicité, les événements synchroniques, les événements ressentent le temps. Et si vous voulez, dans les constellations de l'archétype a lieu. L'archétype comme point actif du psyché objectif à la qualité de la transgression par la transgression et ça montre l'archétype éternel dans la réalité matérielle et par des symboles inventés par l'esprit, mais également découverts spontanément par l'inconscient, comme on a observé avec la présentation des rêves. Et les individus également sont en contact avec l'inconscient et également à la frontière de ce qui est possible. Euh, donc, il y a une analogie également. Elle dit que l'inconscient, c'est comme un circuit électrique qui ne sera pas illuminé sans question. Enfin, et quand les personnes demandent des questions, le courant électrique est fourni pour un tout petit moment pour illuminer cette situation qui ne peut pas être mesurée. Les Ukrainiens et également le reste du monde, si vous voulez, avaient une question. Est-ce qu'il y aura une rêve? Est-ce qu'il y aura une guerre?
Est-ce que l'humanité va permettre que ça se passe de nouveau, cette guerre? On a reçu la réponse et maintenant on doit réaliser ce que cette expérience devrait nous apprendre. Qu'est-ce qui peut changer pour le mieux? Chacun d'entre nous, si vous voulez, on fait partie de la conscience dont l'époque a besoin pour arriver à une meilleure compréhension du motif historique euh, qui, s- qui sont en cours. Et donc, je veux parler maintenant d'une métaphore de Marie-Louise von France. La connaissance absolue est comme la flamme d'une bougie allumée. Si on allume la lumière électrique, la flamme de la bougie devient invisible. Et j'espère qu'on pourra maintenant remarquer la flamme de la bougie comme une connaissance a priori et que ce monde a été créé pour l'humanité. Et pour conclure, laissez-moi réciter un poème il s'agit d'un poème de guerrier et poète ukrainien Pavlovich Baba. Il a écrit le 17 mai 2022, région de Donetsk. Il a écrit à ma fille. Donc, ne m'écrivez pas sur la guerre, mais dites-moi si vous avez un jardin près de chez vous où vous entendez des sauterelles et des cigales et si les escargots rampent sur le liseron. Comment les gens appellent-ils leurs chats dans ces pays lointains? Ce que j'aimerais le plus, c'est qu'il n'y ait pas de tristesse dans vos lignes. Y a-t-il des fleurs de cerisier et d'abricots là-bas? Et s'il te donne un bouquet, ne me dis pas comment tu as fui les missiles. Dis-moi, dis-leur comment on a bien vécu ici. Invitez des hôtes en Ukraine, toute personne que vous rencontrez dans un pays étranger. Nous allons montrer à tout le monde, après la guerre, combien nous sommes reconnaissants pour la paix d'esprit de nos enfants. Merci. Merci, Ina. Joe, on va retourner vers vous. Et également, Joe également, on a préparé également une liste de questions courtes pour la réflexion. Et vous les voyez sur l'écran. Et si vous voulez, c'est pour le dialogue interne. Des questions que vous vous posez à vous-même aujourd'hui. Donc, si on a le temps, peut-être on pourrait les lire ou sinon vous pouvez les voir sur l'écran. Bon, c'est vous qui décidez. Est-ce qu'on a le temps de lire ces questions ou pas? On a 5 minutes, donc oui. Donc oui, vous pouvez y aller. Donc si vous voulez, comme voyez ce qu'il y a sur l'écran et si on aimerait. Donc on est un grand groupe, donc si vous voulez, on peut faire ça en grand groupe, en petit groupe, mais si si vous vous mettez dans une position confortable, relaxée, entrez dans un état de méditation. Donc si vous voulez, et, et suivez-nous dans ces questions. Alors, qu'est-ce qui vous a amené ici? Votre présence ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un élément de chance ou de coïncidence dans le fait que vous êtes ici avec nous aujourd'hui? Quelle est la signification plus profonde? Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Pas uniquement les raisons conscientes, mais les raisons inconscientes, les forces inconscientes qui ont motivé votre présence ici avec nous aujourd'hui. Voyez si vous pouvez aller dans cet espace plus profond et toucher la valeur ou la signification du fait d'être ici avec nous aujourd'hui. Où est-ce que ça vous amène? Est-ce que vous amène dans un endroit particulier? Vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe ici, par rapport aux présentations? On a parlé de rêves précognitifs, de vous. Est-ce que vous, vous-même ou un ami proche de vous a eu un rêve précognitif quand si vous voulez, quand vous demandez aux gens, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Si vous réfléchissez sur ces expériences de rêve, est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez découvert que le rêve avait un objectif? Un objectif, ce n'était pas uniquement votre rêve personnel, de ce qui vous était arrivé à vous, mais quelque chose qui vous connectait d'une manière beaucoup plus large au monde, à des relations aux autres. Est-ce que vous vous rappelez de ce sentiment de ça? Et ramenez ce sentiment à votre esprit. Et en fait,
est-ce que des synchronicités vous ont, même si elles sont petites, vous ont aidé à faire face à des traumatismes dans votre vie, de manifestations du psyché de manière de synchronicité? Et qu'est-ce qui vous a aidé quand vous étiez vraiment en détresse, dans un moment de grande détresse? Est-ce qu'il y a des synchronicités qui vous ont aidé? Donc, si vous emmenez ça avec vous et que vous gardez ça dans votre esprit, vous entrez dans l'esprit de notre rencontre aujourd'hui et j'aimerais vous demander peut-être même de considérer d'amener certains de ce matériel dans le dépôt de rêve, parce que c'est ouvert aux synchronicités, évidemment. Donc, rejoignez-nous dans votre imagination et, et avec ça, je vous remercie beaucoup et je redonne la parole à Catherine. Merci. Merci Joe et Dina. Et donc, Ina. Donc, on a besoin de moments de silence maintenant pour, si vous voulez digérer tout cela, parce que c'était très, très vaste et ces présentations étaient très vastes. Et je vous remercie tous beaucoup, Ina et Joe. Et donc, au sein de WUG, on se demande qu'est-ce que la psychologie analytique peut offrir dans la situation dans laquelle on se trouve avec la guerre en Ukraine, qui nous affecte tous. C'est pas uniquement la guerre en Ukraine, mais toutes les autres questions, c'est-à-dire le changement climatique, la pandémie, la crise du coût de la vie et la menace de l'arme nucléaire. Et donc, si vous voulez, dans la psychologie analytique, je pense qu'on peut offrir beaucoup de choses. On connaît les rêves, mais quelquefois, les expériences de synchronicité, c'est également le parent pauvre. Si vous voulez, bon, si vous voulez, ça me faisait penser, est-ce que je travaille de manière assez profonde avec mes expériences de synchronicité, parce que la synchronicité est autour de nous tout le temps, tout le temps. Est-ce que je m'ouvre assez dans ma pratique, si vous voulez, est-ce que j'ouvre assez de puissance à l'inconscient? L'inconscient, est-ce que l'inconscient peut être efficace dans ces situations? Est-ce qu'il y a des limites dans ce qu'on peut faire, si vous voulez, en tant qu'être humain, en tant que, si vous voulez, des échecs, la politique, parce qu'on parle de la cosmologie, d'une nouvelle cosmologie, une nouvelle manière de voir et de comprendre le monde et ce qui se passe autour de nous. Donc, je vous remercie tous beaucoup. Et je suis vraiment désolée. Je suis désolée qu'on n'ait pas le temps de prendre les questions. Et donc, le collègue, si vous voulez, les événements arrivent à sa conclusion. Mais avant que je remercie tout le monde et que je dise au revoir, j'aimerais vous inviter à nous rejoindre pour une minute de silence pour rendre honneur à ceux qui sont morts en Ukraine. Et on a vu évidemment des images très, très, très puissantes. Donc, chaque matin en Ukraine, à 9 h du matin, les gens font une pause pendant une minute pour se rappeler les personnes impactées par la guerre. Et c'est mentionné dans un des groupes de lecture. Et si vous voulez, la plupart des groupes de lecture maintenant font une minute de silence lors de la réunion. Et c'est très, très, très puissant, pas uniquement pour les collègues ukrainiens, mais pour nous tous. C'est très puissant. Et donc, j'aimerais vous inviter maintenant à nous rejoindre tous avec nos collègues ukrainiens, de se rappeler de ceux qui sont morts dans cette guerre et tous ceux dont les vies ont été impactées de manière aussi terrible. Je vous remercie. Une minute de silence. Je vous remercie tous. Et avant que je remercie tout le monde, parce que et ça, c'est toujours très, très, très agréable. D'abord, je dois m'excuser parce que si vous voulez, c'est notre premier événement
on n'est pas encore beaucoup d'expérience pour cela et malheureusement, il y a eu un petit peu de désastre, si vous voulez. En coulisses, il y a eu un désastre et je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais si vous voulez, la capacité, de la pièce n'a pas été augmentée. Donc on avait plus de 800 personnes, si vous voulez, qui se sont enregistrées, mais il y a que 300 personnes qui ont été admises dans la pièce et c'est pas quelque chose qu'on peut changer en plein milieu de la si vous voulez, de la réunion. Donc on peut évidemment se demander quelle est la signification. Mais toutes ces personnes qui voulaient être là ici aujourd'hui n'étaient pas présentes dans la pièce avec nous, pe parce que et vraiment, je suis désolée, désolée parce que les membres également de l'équipe de WUG a envoyé évidemment des courriels pour s'excuser et il y aura un suivi évidemment, on va s'assurer que ça ne recommence pas. Je suis vraiment désolée parce que ça aurait été vraiment il y avait tellement de personnes qui voulaient être ici aujourd'hui avec nous et montrer leur solidarité et leur soutien et on sait qu'elles voulaient être ici, mais de toute façon, ça ne nous empêche pas, si vous voulez, de remercier et surtout, je voudrais remercier Claire, Michaud et tous les membres de WUG et du comité d'organisation qui ont travaillé si dur pendant autant d'heures pour que cet événement ait lieu. Et il y a aussi un certain nombre de personnes en coulisses qui ont donné leur soutien. On vous remercie tous et on apprécie vraiment vos contributions. Je suis désolée qu'il n'y a pas on n'a pas le temps de nommer tout le monde. Donc, à nos collègues ukrainiens qui, d'une manière ou d'une autre, se sont impliqués avec WUG et souvent, ils devaient faire un tel effort pour pouvoir le faire. Merci. Merci, c'est pas suffisant, ça, c'est pas adéquat. Mais merci de nous faire confiance avec ce projet, d'être ici avec nous aujourd'hui et de contribuer à ce projet. Et bien sûr, j'aimerais remercier tout le monde à qui j'ai parlé aujourd'hui, Svetlana Shlevenko, Sergi, Monsieur Tom Singer, Chris, Catherine Heinz également. Donc vraiment, c'était vraiment fantastique ce projet. Bonne chance avec tous ces projets. J'espère que vous aurez une très, très bonne réponse avec tous les projets que vous mettez en place et je remercie également nos interprètes pour les services que vous avez donnés et il y a beaucoup de préparation évidemment, hein, en coulisses. En coulisses, interprètes doivent apprendre beaucoup de termes, jungiens et également beaucoup de tests de son et cetera et également à tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui, d'être ici, qui ont aidé à construire, si vous voulez, un conteneur, qui vont, soutenir nos collègues et pour vos dons généreux et pour, ce conteneur qui va soutenir nos collègues ukrainiens dans les mois prochains. Et donc le prochain donc le mardi 21 février, ce sera notre prochaine réunion de solidarité et donc ce sera de la pratique de Jung et également psychologie analytique et également, si vous voulez, le traitement de Jung pour l'âme et donc je suis très excitée de travailler sur ce webinaire de nous. Svetlana va amener son expérience de cette guerre sur ce sujet. Donc elle est basée à Zaporizhzhia, pardon pour la prononciation. Donc là, si vous voulez, on connaît tous, si vous voulez, cette ville parce que c'est là qu'il y a, si vous voulez, la centrale nucléaire. Et c'est là d'ailleurs que travaille son mari dans cette centrale nucléaire. Et, et donc, la ville, évidemment, et la centrale nucléaire font face à des attaques de missiles tout le temps. Je ne peux même pas m'imaginer ce que c'est que de vivre dans cette situation. Essayer de travailler dans une pratique et de s'occuper évidemment d'analyse. Donc, je pense que ce sera très, très, très intéressant, un événement très intéressant. Rejoignez-vous, c'est donc le 21 février. Et donc, soyez, donc, prenez également vos rêves et vos expériences de synchronicité dans le dépôt de rêves et soyez également volontaires pour nous aider à WUG. Restez en sécurité, tous soyez en sécurité. On espère vous voir tous le mois prochain et nous vous remercions.